une des choses à faire aussi, c'est de ne surtout pas parler pendant un accouchement. Moi, quand j'ai des sages-femmes qui témoignent dans des livres, ça fait 20 ans que j'accouche des femmes à la maison et qui me disent qu'elles se sont poilées en bouffant une pizza pendant l'accouchement, pour moi, c'est une hérésie. Moi, je suis effarée. Chaque fois que je demande à une sage-femme qui est en milieu hospitalier, à un obstétricien, à un gynécologue, quelles sont les conditions idéales pour qu'une femme accouche, ils ne le savent pas donner la réponse. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils proposent aujourd'hui est à l'exact opposé du besoin physiologique d'une femme. On a besoin de chaleur, on est dans un espace absolument froid. C'est assez hallucinant de voir comment, déjà juste ça, être dans l'obscurité totale, qu'il fasse bien chaud et qu'on ne se sente absolument pas regardé, mais les femmes, elles ont plus le même comportement en fait. Alors, du coup, je m'appelle Caroline Pérez, je suis doula. Je suis également très investie dans le mouvement de la désobéissance fertile et sur ce lieu qui est le Croissant Fertile. Mon parcours, j'ai fait un master en management hôtelier, j'ai dirigé des établissements de luxe à Paris pendant 10 ans. Et puis j'ai eu la chance de faire une rupture de contrat à l'amiable dans un lieu dans lequel je travaillais qui m'a permis ensuite d'avoir du temps. Pour la première fois de ma vie, j'avais jamais eu du temps. Et j'ai voyagé et les voyages m'ont permis vraiment d'ouvrir mon esprit sur le monde dans lequel je vivais et ce qui s'y passait. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire des choses qui avaient plus de sens pour moi. Et voilà, 10 ans plus tard, je suis là. Caroline, alors, vous avez utilisé un mot au tout début de cette interview quand vous vous êtes présentée. Vous m'avez dit « je suis doula ». Qu'est-ce que c'est une doula ? En fait, c'est un accompagnement psycho-émotionnel à l'accouchement pour le couple. Pas que à l'accouchement d'ailleurs, parce que c'est pendant toute la grossesse, pendant l'accouchement, mais aussi pendant le postpartum. En fait, c'est tout ce que les sages-femmes, elles n'ont plus le temps de faire aujourd'hui, ou toutes les grand-mères et les tantes qui ne vivent plus avec nous. Donc c'est tout un travail de transmission, mais aussi d'écoute pour le couple dans ce qu'il traverse, parce qu'en fait, devenir une famille, c'est pas rien, devenir parent, c'est pas rien. Et on n'y est pas forcément préparé. Et donc, c'est comment accueillir la vie avec plus de douceur, plus de sérénité et se retransmettre tout ce qu'on a perdu d'intuition, d'instinct et de bonnes pratiques autour de cette période. Une doula, Caroline, ce n'est pas une sage-femme? Absolument pas. Bien que je me sois quand même formée auprès de sages-femmes traditionnelles, parce que pour moi, c'était important de comprendre et de voir que beaucoup de choses qui étaient vues comme insurmontables par notre médecine traditionnelle, contemporaine, on va dire, ne l'étaient absolument pas pour d'autres cultures. Et du coup, pour moi, c'était important de comprendre qu'il y avait des remèdes naturels et des pratiques mécaniques qu'on pouvait entreprendre pendant cette période dont on était complètement déconnecté aujourd'hui dans notre façon de pratiquer l'obstétrique et la gynécologie. Donc je ne suis absolument pas sage-femme, je ne me prétends absolument pas sage-femme, je suis complémentaire à une sage-femme, parce qu'aujourd'hui, même dans des sages-femmes que je vois qui pratiquent depuis 15-20 ans l'accouchement à domicile, et malheureusement, elles ont pas un discours qui forcément conforte la femme dans ce que physiologiquement son corps aurait besoin. Donc c'est tout l'accompagnement dans quel état d'apprendre à, par exemple, à se reconnecter à son corps, à ses ressentis. L'accouchement, c'est un temps de transe, donc réapprendre à savoir entrer dans une transe. Et pour ça, ça demande une préparation physique et aussi une préparation psychique. Donc j'aide le couple, même l'homme aussi, à retrouver sa place aussi dans l'accouchement, dans la grossesse, par l'autonomie, dans le postpartum. Qu'est-ce que je peux faire, parce que clairement je peux pas allaiter, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc voilà, c'est aussi conforter l'homme dans sa place dans ce processus. Le postpartum, c'est quoi, Caroline ? Le postpartum, c'est toute la période après l'accouchement. Et ça, c'est assez incroyable. On a complètement perdu tous nos rituels, merci la chasse aux sorcières, autour du postpartum. Mais dans toutes les autres cultures, en fait, il y a un vrai soin qui est apporté à la famille pendant cette période-là. Aujourd'hui, on n'a plus que l'image de la voisine et de la cousine qui viennent apporter des pyjamas et prendre un thé. Mais en fait, avant,
il y avait ce qu'on appelait les relevailles en Europe. Et en fait, pendant un mois, toute la famille, toute la tribu venait prendre soin de ce couple qui vient d'accueillir la vie. Et donc, on venait leur apporter à manger, on venait leur faire le ménage, on venait leur faire les lessives. Et en fait, ce qui faisait qu'ils n'avaient seulement qu'une chose à faire, c'est de prendre soin d'eux et de leur bébé. Ce principe, cette pratique des relevailles s'est arrêtée à quel moment ? Alors, je ne sais pas exactement dans l'histoire à quel moment ça s'est arrêté, mais en tout cas, ça date d'il y a 300-400 ans, quoi, à peu près. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait de moins en moins de sages-femmes, qu'on aille de plus en plus à l'hôpital, que la médecine soit de plus en plus dans les mains des hommes, en fait, petit à petit, on s'est éloigné de plein de pratiques qui étaient autour du soin de la femme, parce qu'en fait, tant que c'était des femmes qui avaient accouché, et donc qui savaient ce qui se passe dans son corps et ce qu'a besoin une femme à ce moment-là. Mais en fait, plus ça s'est médicalisé et plus c'est devenu des hommes, et moins en fait, il y a eu cette culture du soin autour de la femme qui vient d'accoucher. Souvent, on prend soin des femmes pendant la grossesse en se disant « Oh, elle porte la vie, il faut en prendre soin, on lui laisse sa place. » Mais en fait, là où on a vraiment besoin de soin, c'est une fois qu'on a ce bébé, une fois que notre corps s'est complètement ouvert, c'est là que le soin, il devrait arriver. En fait, ce qu'on fait avec la désobéissance fertile, c'est d'essayer de voir comment l'être humain peut s'intégrer dans les écosystèmes, comment on peut se réinspirer aussi de ce qui se passe dans la nature, parce qu'en fait, l'humain, en sortant de la nature pour aller dans les villes, c'est aussi complètement éloigné de tout un espèce de bon sens qu'il y a dans la nature, de bonnes pratiques, etc. Et moi, j'aime beaucoup dire aux gens de comment accouche un chat, parce que souvent, là, on a des chats à la maison et on a vu comment les chats accouchent. Les chats, ils choisissent un endroit où il fait chaud, qui est tout noir et qui est à l'abri des regards. Qui est tout noir. Tout noir. Obscurité totale. Très souvent, les gens me disent « Ah, ma chatte, elle a accouché dans un tiroir ou dans le fond d'une armoire ou dans les bottes de foin. » Et en fait, c'est n'importe quel animal, n'importe quel mammifère, cherche un endroit chaud, obscur, à l'abri des regards. Pourquoi obscur ? Parce que c'est l'hormone en fait, de l'obscurité. Et en fait, c'est une hormone qui entre en jeu dans tout le processus de dilatation et d'accouchement. En fait, ça fait partie du cocktail d'hormones qu'on doit sécréter pour accoucher. Donc, il y a l'ocytocine, qui est aussi une hormone très timide. Vraiment, c'est une hormone qui a besoin de se sentir complètement en sécurité. Et c'est l'hormone principale qui rentre en ligne de compte pour les contractions, pour l'ouverture, etc. Et donc, en fait, si on n'a pas la chaleur, de toute façon, c'est un processus de dilatation. Donc, la chaleur, ça entre dans les besoins d'un processus de dilatation. L'obscurité, c'est aussi parce que, comme je vous disais, il faut rentrer en état de transe pour accoucher. Mais on ne peut pas rentrer dans un état de transe avec des néons, c'est pas possible. On a besoin de noir, on a besoin de déconnecter le mental, en fait. On a besoin de plus servir du néocortex et d'aller que dans le cerveau primitif, en fait. Celui qu'on a d'ailleurs en commun avec tous les autres mammifères. Et pour rentrer dans ce cerveau, plus la vue, c'est magique en fait. Donc c'est assez hallucinant de voir comment déjà juste ça, être dans l'obscurité totale, qu'il fasse bien chaud et qu'on ne se sente absolument pas regardé, mais les femmes, elles ont plus le même comportement en fait. Caroline, est-ce que ça veut dire que vous personnellement, vous avez 2 petites filles, vous avez accouché dans le noir ? Pour mes 2 filles, oui. Noir total. Noir total. Seul, complètement seul. Votre mari était à vos côtés ? Loin. Il était à l'étage du dessous. Mais c'est pour moi. Vous étiez dans le noir total ? Dans le noir total. Dans le noir total, avec beaucoup de chaleur, un feu de cheminée bien chaud. Ah oui, on voyait quand même. Ah non, moi j'étais vraiment dans une pièce dans le noir total. J'avais mis une bougie, mais bon, c'est vrai que ça éclairait pas grand-chose parce qu'elle était assez éloignée de moi. Mais en fait, c'est un vrai besoin que toutes les femmes ont. En fait, c'est vraiment, physiologiquement, c'est le besoin qu'on a, c'est d'être dans le noir total, en fait. Et moi, j'avais même prévu, alors moi, j'ai toujours accouché de nuit, mais j'avais même prévu, j'avais agrafé des tissus sur la seule fenêtre qu'il y avait dans l'espace où j'allais accoucher pour être sûre que même si le jour arrivait, je ne le verrais pas. Et alors, pour aller plus loin, pour ma première fille, du coup, j'étais en maison de naissance et la sage-femme m'a dit « Oh là là, mais t'accoucheras pas avant 2 heures, avant demain, pardon. T'accoucheras absolument pas avant demain, donc ça sert à rien que je reste près de toi. Moi, je vais sortir, je vais aller manger avec des copines. D'ailleurs, tu devrais faire pareil, elle m'a dit, parce que franchement, t'es dilatée qu'à 2,
on en a pour au moins toute la nuit. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, moi personnellement je vais rester là, mais après si toi tu veux sortir, faire tes trucs, pas de souci. J'ai dit à ma soeur, on va absolument pas l'écouter. Je dis moi, alors parce que une des choses à faire aussi, c'est de ne surtout pas parler pendant un accouchement. Moi quand j'ai des sages-femmes qui témoignent dans des livres, ça fait 20 ans que j'accouche des femmes à la maison et qui me disent qu'elles se sont poilées en bouffant une pizza pendant l'accouchement, pour moi c'est une hérésie en fait. Parce que qu'elles se sont poilées, ça veut dire quoi? Genre, elles se sont marrées, quoi. Elles se sont marrées en bouffant des pizzas pendant l'accouchement. Et elle écrit ça dans son livre en mode hyper fière d'elle. Moi, je suis désolée. Pour moi, c'est un processus où la parole doit être exempte ou alors le minimum pour te passer les informations de ce qu'elle a besoin. Mais en fait, à chaque fois que tu utilises la parole, comme à chaque fois que tu utilises la vue, néocortex. Néocortex, c'est le cerveau qu'il faut éteindre pendant l'accouchement. Donc, si tu veux bien accoucher, ne parle pas. Tous les besoins que tu as, tu dois les avoir transmis à ta doula, à ta sage-femme, à la personne qui t'accompagne, ton mari, ta copine, ta sœur, ta mère. Mais en fait, on ne parle pas pendant un accouchement. Chaque fois qu'on parle, on s'éloigne du processus, on se sort de la transe. Donc en fait, c'est plein de savoirs comme ça qui malheureusement, même par des sages-femmes qui accouchent à la maison, ne sont pas forcément retransmis. Et pour moi, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une doula, c'est de réapprendre à rentrer dans cet état de transe. Et voilà, et du coup, j'ai accouché de ma première fille en 2 heures et de ma deuxième fille en 1 heure. Donc les sages-femmes étaient complètement scotchées. La sage-femme, quand elle est arrivée, parce que du coup ma soeur l'a appelée en urgence en disant bon, je sais que ça paraît être du délire, mais elle dit qu'elle sent déjà la tête du bébé. Donc elle lui a dit bon, ok, je vais arriver. Elle est arrivée, j'avais déjà expulsé la tête du bébé et j'étais dans le noir total. Du coup, elle m'a dit Caroline, ça va? Je lui dis oui, la tête du bébé est déjà sortie. Elle m'a dit mais non. Je lui dis ah bah si. Elle me dit je peux toucher. Donc elle est rentrée comme ça dans le noir. Elle a juste touché la tête du bébé. J'ai pas vu sa tête. Elle est ressortie. Elle m'a dit bon, je referme la porte. Prochaine contraction, tu fais sortir ton bébé toute seule. Et c'est ce qui s'est passé. La contraction d'après, je me suis accroupie, j'ai sorti mon bébé de mon corps, quoi. Et en fait, c'est quelque chose de tellement empouvoirant pour une femme d'accoucher par elle-même. Je veux dire, il y a plein de choses ensuite qui ont été très difficiles dans le postpartum, etc. Et je me souviens qu'à chaque fois, je revenais à ce moment et je me disais, mais en fait, si j'ai réussi à faire ça, tout le reste, je vais y arriver aussi, quoi. Il y avait quelque chose où je me sentais la force d'une lionne d'avoir accouché par moi-même. Donc, je pense que c'est vraiment important, particulièrement dans une société où voilà, il y a une forme de montée de féminisme, etc. Je pense que plutôt que d'intellectualiser le féminisme, revivre les rituels de passage qui sont naturellement présents en fait pour une femme et de les revivre vraiment dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit profondément, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous permettre de retrouver notre force et notre puissance et de l'offrir de la bonne façon au monde. Caroline, est-ce que vous êtes de ces femmes qui disent qu'il y a en hôpitaux une violence obstétricale? Je crois qu'elle est assez difficile à nier, cette violence obstétricale. D'ailleurs, il y a énormément de femmes qui vont vers l'accouchement à domicile, vers un accompagnement de doula parce qu'elles ont eu un premier accouchement traumatique à l'hôpital. Donc c'est des femmes qui ont subi des violences qui sont souvent systémiques, en fait, de pas avoir le temps vraiment de prendre soin ou d'être à l'écoute des besoins parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits, etc. Et c'est aussi des violences qui sont dues à un personnel hospitalier qui a pas le temps de prendre soin de lui parce qu'ils font des heures impossibles de travail. Et je pense que même en faisant de leur mieux, c'est impossible d'être bienveillant dans un milieu qui a aussi peu de disponibilité dans un moment où on a vraiment besoin d'être accompagné, quoi. Les violences obstétricales, Caroline, elles sont pour vous évidentes, criantes, parce que les hôpitaux n'ont pas de moyens, parce que les hôpitaux sont débordés, parce qu'ils sont même saturés, parce qu'on manque de personnel. C'est pour toutes ces raisons-là ? Oui, en fait, on a eu une politique déjà depuis 50 ans de fermer toutes les petites maternités pour ouvrir que des énormes infrastructures qui donc... et puis on a de cesse de former aussi le personnel soignant hospitalier à la pathologie. Ce qui est très français, parce que si on va en Belgique, moi j'ai beaucoup de sages-femmes qui vont se former en Belgique pour ça, parce qu'on est beaucoup plus formé à la physiologie. Aujourd'hui,
Moi, je suis vraiment effarée. Chaque fois que je demande à une sage-femme qui est en milieu hospitalier, à un obstétricien, à un gynécologue, quelles sont les conditions idéales pour qu'une femme accouche, quelles sont les conditions physiologiques pour qu'une femme accouche, ils ne savent pas donner la réponse. Ils ne savent pas donner la réponse. Ils ne savent pas donner la réponse. Ils ne savent pas que l'ocytocine, que les hormones, ce cocktail d'hormones a besoin d'obscurité, a besoin d'intimité. On est complètement éloigné, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils proposent aujourd'hui est à l'exact opposé du besoin physiologique d'une femme. C'est-à-dire que on a besoin de chaleur, on est dans un espace absolument froid, volontairement, puisque pour des conditions bactériologiques. En parlant de ça, pourquoi l'accouchement à la maison est recommandé par beaucoup d'obstétriciens maintenant dans le monde? Parce que à la maison, il y a toutes les microbes auxquels le bébé est préparé. Parce que pendant 9 mois, il s'est préparé à l'environnement microbien de chez lui. Donc déjà, le déplacer dans un environnement microbien où il n'y a que des super microbes qui ont pu résister et qui sont là, qui sont que des microbes hyper virulents auxquels il n'est absolument pas préparé, c'est dangereux. De mettre un enfant dans un environnement microbien auquel il n'est pas préparé et qui en plus est particulier parce que les microbes qui résistent à toutes ces désinfections, c'est des microbes surnaturels. C'est pas bon en fait. Donc ça c'est une des choses qui fait que l'accouchement à la maison est incroyable. C'est que tu arrives dans les draps dans lesquels tu es préparé, dans tout un environnement microbien dans lequel tu es préparé, et donc c'est beaucoup plus sain pour l'enfant. Et ça, vous n'êtes pas la seule à le dire, Caroline? Il y a des spécialistes qui le disent eux-mêmes? Évidemment, Michel Audin, c'est un peu la pointe de l'obstétrique, de la recherche obstétricale dans le monde. Et c'est un Français, qui est parti de son propre pays, tellement il était atterré de rien pouvoir bouger dans son propre pays. Et moi, j'ai découvert Michel Audin en Amérique du Sud ou à Londres, où là-bas, c'est le pape pour eux de l'accouchement. Mais en France, il n'est absolument pas écouté. De toute façon, c'est simple. Vous avez découvert un Français à l'étranger. Oui, non, mais carrément, quand j'ai dit que je ne connaissais pas, ils étaient complètement subjugués. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui en France, par exemple, on veut développer les maisons de naissance. Il y a une grosse demande sur les maisons de naissance. Et figurez-vous qu'après une étude de plusieurs années sur les maisons de naissance, on s'est rendu compte que les chiffres ne sont pas bons. Ils sont excellentissimes. C'est-à-dire moins d'intervention, puisque c'est vraiment une politique de comme à la maison. Donc il n'y a pas d'intervention quasiment. Et ben du coup, il y a beaucoup moins de césariennes, beaucoup moins de toutes les problématiques d'épisiotomie, etc. Donc les femmes en plus, quand on leur demande, elles ont un ressenti beaucoup plus empouvoirant de leur accouchement, beaucoup plus doux, qui correspond beaucoup plus à ce qu'elles voulaient, etc. Donc on se dit, mais pourquoi dans ce cas-là on ne multiplie pas les maisons de naissance? Eh bien la réponse du président des obstétriciens et gynécologues de France, c'est que ce serait injuste pour toutes les femmes qui accouchent à l'hôpital. Donc nous n'allons pas développer les maisons de naissance en France parce que ce serait injuste pour toutes les femmes qui accouchent à l'hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une trop grande disparité entre un accueil en maison de naissance qui est doux, personnalisé, humain, et voilà. Et aujourd'hui, on est quand même ce même président obstétricien de France a quand même défendu un de ses collègues qui était accusé par plus de 25 femmes de viol, un de ses collègues gynécologues. Donc c'est cette même personne qui prend les décisions, pour vous donner un ordre d'idée. Il a dit « Ah mais moi aussi on trouvera bien 25 hystériques qui m'accuseront de viol pendant ma carrière ». Donc aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire qu'on est... On est dans l'absurde en fait, c'est-à-dire qu'au nom de la justice, tout le monde est au même diapason, c'est-à-dire travaille dans de mauvaises conditions, si je puis dire. C'est surtout que les gens qui prennent les décisions sont des gens qui sont trop décorrélés des vraies problématiques ou des vrais enjeux qu'il y a dans le domaine pour lesquels ils sont censés être contrôlants en fait. Et qu'il y a, par exemple, l'ordre des sages-femmes n'a pas suffisamment de pouvoir. Aujourd'hui, c'est le sacro-saint obstétrique, gynécologue, etc. Mais les sages-femmes, elles ont un vrai savoir qui n'est absolument pas valorisé
Aujourd'hui, il y a trop d'interventions encore d'obstétrique et de gynécologie, là où c'est pas nécessaire en fait. Donc il y a vraiment besoin d'aller plus vers la physiologie et moins vers la pathologie. En France, on pense pathologie, on pense problème, mais on ne sait pas comment faire pour que ces problèmes-là n'arrivent pas. Par exemple, on injecte systématiquement dans les hôpitaux français de l'ocytocine de synthèse. C'est-à-dire que moi, j'ai des femmes qui accouchent à l'hôpital, je suis obligée de me battre pour qu'elles trouvent un hôpital qui ne les force pas, dès qu'elles arrivent, à recevoir cette injection d'ocytocine de synthèse. C'est quoi cette injection? C'est quoi ce produit, Caroline? Alors du coup, je vous ai parlé du fait que l'ocytocine, c'était l'hormone principale importante à sécréter pendant ce processus d'accouchement. C'est ce qui va faire tout le processus de dilatation, tout le processus de contraction, donc indispensable. Comme on est dans les conditions les pires à l'hôpital pour cette sécrétion, puisqu'on est dans le froid, dans la pleine lumière et qu'on n'a absolument pas d'intimité, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On vous injecte une hormone qui vous permet finalement de sécréter ça. Seulement, comme c'est pas l'hormone naturelle, eh ben ça n'a pas les mêmes effets. Et ça provoque des contractions qui sont beaucoup plus fortes que les contractions que vous auriez naturellement. Et plus douloureuses du coup? Et beaucoup plus douloureuses. Ce qui fait des femmes qui n'arrivent absolument pas à endurer, alors qu'en plus, qui dit injection dit position allongée, c'est la pire des positions pour accoucher. Dire, tout ce qui se passe dans ton bassin, ton sacrum doit s'ouvrir et toi tu es de tout ton poids sur l'espace qui essaye de s'ouvrir et en plus de s'ouvrir violemment puisque sous l'effet de ces contractions qui sont violentes. Évidemment, qu'est-ce qu'on demande? Péridurale. Et oui. Mais c'est logique. On t'injecte quelque chose qui te fait souffrir. Donc évidemment, si un antidouleur existe. Et moi, il y a des femmes qui me disent, mais comment as-tu pu subir? Moi, je lui dis, mais c'est toi. La courageuse, c'est toi. Moi, j'aurais jamais le courage d'accoucher à l'hôpital. D'accoucher dans un environnement qui est juste à l'exact opposé de ce que j'ai besoin à ce moment-là. Qui en plus, très souvent, moi, j'ai entendu des choses, des femmes à l'hôpital, on les a accrochées au lit parce qu'elles voulaient changer de position et qu'on leur disait non, t'as le monitoring, t'as le truc, t'as le machin. Là, tu bouges plus et on t'accroche sur le lit. Pendant le Covid, des femmes qui voulaient pas mettre le masque, qu'on a forcé à mettre un masque, c'est l'équivalent de 3 marathons en accouchement. Vous imaginez un marathonien courir avec un masque sur la bouche? En fait, il y a une violence vraiment qui est systémique en fait, parce que le personnel hospitalier, ils font ce qu'on leur demande. Ils ont des petites cases, des choses à cocher, ils font ce qu'on leur demande. J'ai pas envie de mettre la faute sur ces gens qui, je pense, humainement, font de leur mieux. Mais la violence, elle est systémique et du coup, on se retrouve à faire des choses. Le point du mari. J'ai des femmes qui sont en cercle, qui découvrent qu'elles ont eu le point du mari grâce au témoignage d'autres femmes. Le point du mari, c'est quand tu as eu une épisiotomie ou que tu t'es naturellement déchiré au moment de l'accouchement et que lorsqu'on te recoue, on te recoue un point plus serré que ce que tu ne l'étais naturellement pour retrouver ton vagin de jeune femme en fait. Et en fait, ça crée des douleurs énormes pour la femme ensuite dans les rapports. J'ai des femmes qui sont traumatisées à vie de la sexualité à cause du point du mari. 2023, j'ai toujours des témoignages de point du mari. On appelle ça le point du mari. On appelle ça le point du mari. C'est consternant. Donc il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment à l'hôpital qui doivent changer. Et le problème, c'est qu'en plus, on fait tout pour que l'accouchement à domicile soit de moins en moins perpétué. Soit même interdit. Il y a une vraie chasse aux sorcières auprès des sages-femmes qui sont tellement braves en fait de continuer ces pratiques parce que elles ont l'ordre des sages-femmes sur le dos parce que les sages-femmes elles veulent surtout bien se faire voir par l'hôpital et donc elles veulent surtout pas qu'il y ait cette mystique un peu de sage-femme qui en plus selon eux subissent des menaces énormes. Franchement c'est des héroïnes, hein. Les sages-femmes qui continuent à accoucher à la maison, c'est des héroïnes. Comment expliquez-vous, Caroline, qu'il y ait cette chasse aux sorcières, on aille jusqu'à poursuivre des sages-femmes qui pratiquent des accouchements à domicile? Est-ce qu'il n'y aurait pas une question philosophique là-dedans? Officiellement, on protège nos citoyens.
officiellement, nos citoyennes. Officiellement, bah si, bien sûr. On a du mal à le croire, non? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va te dire, et s'il y a hémorragie, et s'il se passe ceci, et s'il se passe cela. C'est toujours au nom de la sécurité, de toute façon. C'est toujours au nom de la sécurité, donc tout ce voilà. qui se fait. Tout ce qui se fait, c'est au nom de la sécurité, c'est comme... Officieusement, ce qui se joue, c'est le contrôle des naissances, le contrôle sur le corps des femmes aussi, clairement, le contrôle sur le corps des femmes, et une envie que la médecine reste aux mains de ceux qui ont fait 10 ans d'études, et donc des obstétriciens, des gynécologues, et que ça ne puisse pas être... Il y a quelque chose aussi d'élitiste, quoi, quelque part, de dire c'est nous qui savons et qui pouvons pratiquer les accouchements. Donc, mais clairement, je pense que le fait que ce soit si empouvoirant, et le fait aussi même un enfant qui naît d'une façon respectueuse, ça va jouer sur toute sa vie. Hein. C'est quand même c'est notre premier pas dans notre arrivée sur Terre. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est les anthropologues, ils ont découvert que dans toutes les tribus qui étaient des peuples guerriers, ils avaient des rituels violents autour de la naissance si c'était un garçon. Parce qu'ils voulaient que ça devienne un guerrier, ils voulaient que ça devienne un homme violent. Et donc ils avaient compris que une forme de violence à la naissance ferait d'eux des êtres agressifs toute leur vie. Et notamment, Michel Audin en parle beaucoup sur les Sioux. Mais en fait, les anthropologues l'ont découvert sur beaucoup de peuples tout autour de la Terre. Et au contraire, dans toutes les tribus, voilà, où aujourd'hui on voit une harmonie, de la bienveillance, etc. C'est au contraire des tribus qui vont avoir des rituels autour de la naissance très doux, vraiment avec beaucoup de respect de la femme, du bébé, du lien entre les parents et l'enfant, etc. Donc en fait, briser ce lien dès le début, tout comme briser nos premiers instincts. Le premier instinct du bébé, c'est de monter. Moi, je l'ai fait pour mes filles, je les ai posées sur mon ventre et je les ai laissées. Mon bébé qui venait de naître, elle rampait sur mon ventre pour aller jusqu'au sein. Donc le premier instinct du bébé, c'est d'aller chercher la tétée, en fait. Et même ça, la plupart des enfants, ils en sont privés. Privés, oui. Parce que il faut les laver, parce que il faut les peser, etc. Toutes ces choses qui pourraient attendre. Moi, j'ai mis 10 jours avant de laver mon bébé. Tout le dépôt qu'il y a sur la peau du bébé, il doit pénétrer, en fait, parce que c'est comme un bouclier, en fait, pour tous les microbes qui sont environnement. Le corps est tellement bien fait, en fait, et on ignore tellement de choses. Couper le cordon tout de suite, c'est une hérésie. Parfois, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, mon bébé, il a eu des problèmes de respiration à la naissance. » Bah oui, il a été coupé de son appareil respiratoire, parce qu'en fait, comment il respire, le bébé, quand il est dans le ventre? Par le cordon. C'est par le cordon qu'il respire. Et en fait, si tu coupes le cordon tout de suite, tu lui coupes son assistance respiratoire, en fait, au bébé. Donc il faut le garder combien de temps, ce cordon, Tant que Caroline? Le cordon bat, c'est une assistance respiratoire pour aller. Pour vous, par exemple, vous l'avez gardé combien de temps? Il a été gardé combien de temps? Je sais plus, 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Ça n'aurait pas été utile de le faire autant de temps, mais on a sacralisé aussi ce moment où on a coupé le cordon, on a pris le temps de se parler, de se dire ça y est, maintenant c'est une autre étape de vie, en fait. Alors que dans les hôpitaux, c'est coupé tout de suite. Clic, clac, clouc. Donc c'est d'une violence incroyable, en fait. C'est d'une violence incroyable, mais même, imaginez un bébé qui est resté dans l'obscurité pendant 9 mois. Avec vraiment pas de bruit, en fait, puisque tous les bruits, quand on est dans l'eau, ils sont atténués, vous avez déjà mis la tête sous l'eau. Et là, d'un coup, on arrive, ça parle fort, les bruits, les machins, une lumière pleine balle, mais c'est fou, en fait, c'est fou. Être arrivé, être lavé, etc., c'est tellement violent, alors que la seule chose qu'il veut, son bébé, c'est être proche de sa mère, c'est prendre la tétée tout de suite, enfin, c'est être rassuré, en fait. Donc, et ça, on ne se rend pas compte, mais ça a un très gros impact sur notre psyché pour toute notre vie, sur ce que c'est l'extérieur, ce que c'est l'autre, la relation à la mère. Caroline, cette pratique de l'accouchement telle que vous la suggérez, et la violence qui est pratiquée par le fait même dans les hôpitaux, ça a un impact sur la vie à venir de l'enfant et sur la mère? Ça a un impact sur la mère parce que y a beaucoup de femmes qui me disent moi j'ai tout raté, j'ai pas réussi à accoucher, j'ai pas réussi à allaiter, c'est que des échecs. Et quand on commence la maternité par des échecs, en fait c'est hyper difficile de se relever de ça. Avec le temps, on reprend doucement confiance en toi, mais ça reste marqué comme une première expérience qui est un échec, en fait.
Alors que quand tu as réussi d'accoucher, tu as réussi ton allaitement, mais tout de suite tu te sens beaucoup plus mère et beaucoup plus en confiance dans ce processus. Et c'est pareil pour un bébé, quand on l'a coupé dès le début de sa première intuition, de cette relation à la mère, etc. Il y a beaucoup de bébés qui sont pris, qui sont mis dans des couveuses où il ne peut même pas dormir en peau à peau tout de suite avec sa maman ou son papa, etc. C'est des liens de toucher, etc. qui sont hyper importants. Après, au-delà de l'importance émotionnelle, par exemple, c'est prouvé qu'un bébé qui est allaité, il a un développement du cerveau beaucoup plus important et beaucoup plus complexe qu'un bébé qui n'est pas allaité, parce qu'en fait le pot à pot, le toucher, etc., c'est des choses, en fait on est des êtres sociaux. Vous avez peut-être déjà vu cette expérience de bébés qui étaient volontairement pas touchés pour voir ce que c'était et qui sont tous morts. Il y a eu des expériences comme ça, il me semble que c'est dans les années 30, où on a voulu voir ce que ça faisait si on donnait tout ce qu'avait besoin un bébé sauf le toucher. Et en fait, les enfants, ils mouraient. Donc en fait, on est des êtres qui ont vraiment besoin d'être touchés. Et donc c'est pour ça que le pot à pot, la tétée, etc., c'est des moments qui sont hyper fondateurs. Sans parler du fait que c'est juste l'aliment le plus adapté en fait à notre bébé. Moi, j'étais assez hallucinée d'ailleurs de savoir que... c'est la nature de toute façon, donc que ne pas le faire, c'est contre nature. Non, mais c'est surtout que c'est tellement bien fait. Moi, j'ai eu des médecins, quand j'allais les voir, genre à 6 mois, j'allais même pas les voir pour mon bébé, je crois que c'était pour moi, et qui me disaient « Ah, vous allaitez encore ?» Bah oui. « Ah bon, mais pourquoi vous vous embêtez? Maintenant, on fait des choses très bien. » Je lui ai dit, alors, je sais pas si vous avez... Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable. Un jour où je craquais, j'ai failli vraiment craquer pour du lait en poudre parce que mon bébé il pleurait et que les gens autour de moi ils me disaient mais c'est parce qu'il tu dois pas produire assez de lait, en fait c'est pour ça qu'il n'arrive pas à dormir, etc. Et j'étais là putain, peut-être qu'elles ont raison, peut-être que je manque de lait, etc. Et donc je me souviens, un jour j'étais dans un supermarché avec ma mère, je me suis dit bon quand même peut-être que je vais en acheter un au cas où. Et donc je commence bien sûr à lire la composition de chaque lait. Et là je lis de la taurine. Et ils contenaient de la taurine. En tout cas, c'est ce qui a fait que le Red Bull était interdit pendant des années en France à cause de la taurine. Donc je me suis dit, s'ils mettent un truc dans le lait pour bébé qui a été interdit en France... Toxique, Non, mais il me semble que c'est une hormone qui vient du taureau, je crois. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que je me souvenais que ça avait été interdit le Red Bull en France pendant des années parce que ça comportait de la taurine. Donc je me suis pas plus penchée que ça sur la taurine, mais je me suis dit... Si ça a été interdit en France pendant des années et que ça se retrouve dans le lait pour les enfants, c'est qu'il ne doit pas y avoir un truc tout cool dedans. Et donc en fait, j'ai pas craqué et j'ai continué à allaiter mon bébé. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai eu un bébé même qui était particulièrement charnu. donc voilà, mais... Vous avez eu des bébés baigneurs, c'est ça? Baigneurs, quoi. Baigneurs, c'est-à-dire costaud, quoi. Oui, franchement, elles étaient bien... Ouais. Enfin, elles avaient une bonne croissance, quoi. Des bonnes cuisses bien grasses. Ouais, exactement. Là, tous les petits bourrelets là qu'on a envie de croquer. C'est ça, qu'on a envie de croquer, c'est ça. Caroline, je crois savoir que vous animez des cercles de femmes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, les cercles de femmes, c'est pas pour apprendre des choses aux femmes. C'est ouvrir un espace dont on est la gardienne, ou plutôt les femmes vont pouvoir déposer des choses qu'elles ont vécues. Donc c'est pas, je me mets pas dans une posture d'apprenante, mais plutôt de gardienne d'un espace. Et en fait, c'est un besoin que j'ai ressenti pendant la grossesse. Alors j'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt ami avec des hommes qu'avec les femmes. Enfin, j'aimais vraiment pas la relation qu'il pouvait y avoir de concurrence, de parler les unes derrière les autres entre femmes. Mais alors, pendant la grossesse, j'ai eu un besoin de me lier à d'autres femmes, de parler de ce que je vivais avec d'autres femmes, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir ces espaces. Et en fait, j'ai été hallucinée de ce qui se passait. Parce que chaque femme déposait quelque chose qui venait faire écho avec des choses de ma propre histoire, ou de l'histoire de ma mère, ou de l'histoire de ma grand-mère. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vu, oui. Et c'était comme un rituel de libération, en fait. C'est pas pour rien que les mots MAUX et les mots MOT, ça s'écrit pareil, hein, le langage français est assez coquin pour ça. Et en fait, je sentais que les libérations, là, le fait de le dire, d'entendre d'autres femmes le dire, c'était comme un espèce de vortex où ça sortait de moi et je me sentais vraiment beaucoup plus apaisée. Et pour moi, c'est devenu comme un rituel
énergétique sain, de la même façon qu'on se lave la peau, en fait, il y avait un truc où je lavais mes émotions, en fait. Et donc d'avoir un espace régulier pour laver, sortir ses émotions, le faire avec un groupe de femmes, déjà ça me faisait de nouveau aimer les femmes, parce qu'en fait je me rendais compte que derrière chaque comportement que je détestais chez une femme, il y avait une blessure en fait. Et je voyais plus les femmes de la même façon, c'est-à-dire que quand je voyais cette blessure s'activer en elles, je comprenais qu'il y avait une partie violente de leur histoire qui se réveillait en fait. Et ça m'a vraiment permis d'avoir plus d'amour pour les autres, plus d'empathie, de développer une espèce d'intelligence émotionnelle qui voit au-delà de quelque chose que l'autre renvoie, qui nous gratte. Et c'est pour ça qu'ici, au Croissant Fertile, on pratique beaucoup les rituels de parole, les cercles d'hommes, les cercles de femmes, parce que ça nous permet de créer un lien qui est unique et qui est d'une profondeur qui fait que ensuite, quand il y a conflit, on se comprend au-delà d'une réaction, parce qu'on comprend, on sait, ah, lui en fait il réagit comme ça, mais c'est parce que là ce que je viens de faire, ça réveille une blessure de son histoire, et même je connais son histoire, et donc en fait je crée l'empathie avec l'autre, et c'est ce qui fait qu'on arrive à aller au-delà des conflits, c'est ce qui fait qu'on arrive à créer un lien suffisamment profond pour pouvoir continuer à vivre ensemble au quotidien d'une façon apaisée et harmonieuse. Pour revenir sur l'accouchement à domicile, Caroline, quelle est la meilleure position pour accoucher? Dans une piscine, assise, debout, comment? Eh bien, déjà, je pense que c'est important de ne pas se faire d'avance une idée de comment on va accoucher. Par exemple, il y a plein de femmes que j'accompagne et qui me disent « Ah, moi, je voudrais absolument accoucher dans une piscine. » Je dis « Oui, mais peut-être que le jour J, tu n'auras absolument pas envie d'eau, en fait. » Donc si tu veux, on peut prévoir une piscine, mais je veux pas que tu accouches dans une piscine parce que oh là là, tu as vu ça et tu trouves ça merveilleux. En fait, c'est un processus intuitif et instinctif. Et c'est la meilleure position, c'est celle que tu vas sentir sur le moment. Parce que peut-être que ton bébé, il aura la tête du côté droit et que du coup, tu vas ressentir le besoin de te mettre le corps du côté gauche pour repositionner la trajectoire. Peut-être que ses épaules, elles seront coincées et que tu vas avoir besoin de te lever, de te décambrer, de secouer ton bassin. En fait, ouais, donc on peut pas prévoir. On peut pas prévoir. C'est pas possible. On peut anticiper, mais c'est tout. Par contre, je peux vous dire que allongé sur le dos, c'est à proscrire. J'ai jamais vu une femme qui accouche naturellement rester allongée sur le dos. Voilà. À la limite, allongée sur le côté pour pendant un moment se reposer, se soulager, mais allongée sur le dos, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Voilà. C'est la seule position que je n'ai jamais vue pendant un accouchement naturel. J'aurais envie de parler de quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah mais moi je n'ai pas ressenti d'attachement pour mon bébé, ça a mis du temps. » Il y a des femmes qui parlent de ça. Il y a des femmes qui aussi ressentent une forme de dépression. Merci l'ocytocine de synthèse et la péridurale. Ah. Ben oui, parce que l'hormone qui rentre et qui fait les contractions, elle ne va pas jusque dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il n'a pas l'information que là, il doit déclencher les hormones naturelles de l'attachement, l'ocytocine naturelle, et la prolactine qui va permettre d'avoir du lait dans les seins, d'avoir le processus de lactation. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on ne ressent pas d'attachement pour son bébé, c'est pour ça. C'est l'une des raisons. Oui. C'est aussi une hormone, c'est aussi l'hormone du bonheur. Hein, que souvent, dans les jeunes amoureux, moi je leur dis, ah, vous avez les yeux pleins d'ocytocine. C'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'amour. Donc en fait, si on ne sécrète pas cette hormone, on n'est pas dans cet état un peu libidineux, complètement genre, waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Et donc, bien sûr, comme c'est aussi l'hormone de l'attachement, l'attachement n'est pas... Moi, je me souviens que pour ma première fille, je disais à tout le monde, j'ai tellement d'amour dans mon cœur que j'ai l'impression que mon cœur, il va exploser d'amour, tellement C'était dingue, cette sensation. Et je me disais, mais waouh, c'est fou d'expérimenter, d'avoir autant d'amour pour quelqu'un. Vraiment, j'ai l'impression que presque cet amour, il était insupportable, tellement il était énorme. Donc je pense que malheureusement, en étant privés de ces hormones naturelles, nous sommes aussi privés de tout ce qui en découle d'attachement, de bonheur et d'état comme ça
de relaxation aussi, de détente. Enfin voilà, je pense que c'est aussi ce qui est important. Après, Michel Audin, il parle aussi donc lui, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un chercheur. Donc il va toujours chercher loin. Et il a fait des tests notamment sur des souris. Et sur des brebis aussi, il me semble. Donc il a pratiqué, il y a eu je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas il a suivi des expériences de pratique de péridurale sur des brebis. Elles ont toutes abandonné, je crois que c'est 98% ensuite à abandonner son bébé. Donc c'est bien la preuve que la péridurale nous coupe complètement de tous nos instincts derrière de protection, etc. Et sur des souris, ça il me semble que c'est lui qui l'a fait, ils ont fait des tests sous ocytocine de synthèse, donc des souris qui accouchent sans passer par cette sécrétion d'ocytocine. Et ils se sont rendus compte, je me souviens plus exactement au bout de combien de générations de souris, elles perdaient en fait au fur et à mesure leur capacité à sécréter de l'ocytocine. Et donc vraiment, il a fait des études hyper intéressantes sur l'épigénétique aussi et comment en fait nos gènes ils mutent si on n'utilise plus un gène et comment en fait ça peut être hyper dangereux sur plusieurs générations si on continue à accoucher de cette façon-là parce que ce gène il est déjà en train de muter et d'ailleurs eux ils pensent que c'est une des raisons de la montée de l'autisme, etc. Enfin, c'est assez hallucinant, c'est les études d'épigénétique sur le fait qu'on sécrète plus cette hormone et qu'elle ne soit plus transmise aussi du coup à notre enfant pendant cette période, etc. Ça veut dire que les humains n'arrivent plus sous l'hormone de l'amour à la naissance. Hein. C'est quand même pas rien si on pense symboliquement à ce que ça veut dire. Et voilà, et donc lui il dit qu'au bout de... Il ne sait pas exactement de combien de générations, mais en tout cas, ce gène mute déjà et va continuer à muter si on n'utilise pas cette capacité de sécrétion d'ocytocine. Et donc, voilà, on ne sait pas. Ça veut dire peut-être une perte d'autonomie dans notre processus d'accouchement et des êtres qui seraient même plus capables d'accoucher naturellement. Donc, pour ceux qui visent le transhumanisme, c'est idéal. Mais pour ceux qui ça fait pas rêver, ça fait peur même en fait, de se dire que petit à petit on est en train de perdre notre capacité à nous reproduire en tant qu'espèce naturellement. Caroline, peut-être le mot de la fin aux femmes ou très jeunes femmes qui vont bientôt accoucher, qui pourraient bientôt accoucher, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Juste de se renseigner en fait. Peut-être de lire Le bébé est un mammifère de Michel Audin, qui est un très bel ouvrage. Il y a un autre ouvrage qui s'appelle Les besoins essentiels d'une femme qui accouche. Et je pense que c'est un livre que toutes les femmes qui vont accoucher devraient lire et d'avoir confiance en elles et en leur corps et en la nature qui a prévu un processus naturel incroyable pour les accompagner. Et voilà. Caroline, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre yourte, on appelle ça comme ça ? Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Avec joie, merci beaucoup.